Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes heureux de vous retrouver comme promis pour une analyse plan par plan de cette seconde bande-annonce des secrets de Dumbledore, le troisième volet des Animaux Fantastiques. Comme à notre habitude depuis que les premières images sont parues de ce film tant attendu, nous faisons en sorte de vous sortir à la fois une vidéo de réaction un peu à chaud, mais nous faisons également en sorte de publier quelques heures plus tard une analyse à froid, nous permettant de décrypter les secrets qui se cachent dans cette bande-annonce. Alors, évidemment, notre analyse peut comprendre des erreurs ou des informations mal interprétées. Mais nous essayons, à chaque fois, de démontrer du mieux possible ce que l'on tente d'avancer. Alors, pour être tout à fait honnête, à froid, cette bande-annonce, bien que magique, bien que très longue, nous laisse quand même un petit peu, on va pas vous le cacher, sur notre faim. Cela tient probablement en grande partie à la qualité du montage qui, à notre sens, laisse franchement un peu à désirer. Le découpage des scènes et la manière dont elles ont été montées les unes avec les autres créent une bande-annonce où la cohérence n'est pas toujours de mise. On sentirait presque qu'ils ont ajouté deux bandes-annonces pour n'en faire en fait plus qu'une. Il manque clairement quelque chose pour connecter les différentes parties, mais ce n'est pas très grave non plus. Une bande-annonce fait très rarement la qualité d'un film, ça n'a évidemment aucune incidence sur ce que le film sera à sa sortie. Il conviendra évidemment de juger le film et uniquement le film. Mais il est vrai que nous avons été quand même un peu moins emballés que par la première bande-annonce dont on sentait qu'elle avait vraiment été travaillée. On a le sentiment avec cette seconde vidéo d'avoir un trailer un peu bâclé, à l'image d'ailleurs de l'affiche officielle du film qui n'est qu'un agglomérat finalement des affiches personnages où quasiment aucune recherche artistique n'a été menée jusqu'à prendre pour illustrer Poudlard une photo du château en provenance des parcs Universal. Il y aurait pu quand même avoir un petit peu plus de travail dessus. Mais bon, cela aussi n'est pas bien grave, on le conçoit tout à fait. Alors, c'est parti pour notre analyse qui, une fois encore, peut être absolument imparfaite, mais qui nous permettra de nous retrouver dans les commentaires pour en parler tous ensemble. Une fois n'est pas coutume, cette vidéo ne s'écoute pas seulement et nous vous invitons à bien regarder l'écran car nous allons tenter de vous montrer un certain nombre d'éléments que nous avons repérés tout au long de cette bande-annonce. Le son, dès lors, ne peut pas suffire à la bonne identification de tous les détails cachés dans cette bande-annonce. Il y en a, vous le verrez, énormément. Alors, évidemment, tout premier plan, mais à cela rien de bien surprenant, il s'agit évidemment de Poudlard, comme ce fut le cas pour la première bande-annonce. Vous le savez, un reproche trop souvent fait à cette saga, et c'est tout bonnement injuste, serait que l'intrigue serait trop éloignée de la saga Harry Potter, et que de nombreux fans, après le premier volet, n'avaient pas compris qu'il s'agissait du même univers magique que celui de Harry Potter. Dans Les Crimes de Grindelwald, la production a déjà corrigé le tir en nous ramenant à Poudlard, en montrant Albus Dumbledore, la baguette de Suro, Minerva McGonagall, la salle de défense contre les forces du mal, Nagini, etc. Rien n'y a fait. Le reproche était sensiblement le même et certains fans n'avaient pas fait la relation, par exemple, entre le Albus Dumbledore de la première saga et le Albus Dumbledore de la seconde, comme ils n'avaient pas fait le rapport, effectivement, aussi avec Nagini et le serpent de Voldemort. La volonté clairement affichée de la Warner Bros. Pour ce troisième opus est de mettre les bouchées doubles pour faire en sorte de permettre aux fans de retrouver un univers familier et une histoire familière. C'est pour cela que la campagne de promotion met le paquet en mettant Poudlard en avant. On ne découvre dans cette bande-annonce aucun nouveau plan de Poudlard. Ils sont exactement les mêmes que ceux déjà montrés auparavant dans le teaser et la première bande-annonce. Chose intéressante, c'est que la plupart du temps, ces vues de Poudlard sont quand même issues de concept art qui n'avaient pas été utilisés dans la saga Harry Potter. Donc ça, c'était un point quand même qui était intéressant à souligner. Second plan, et pour le coup c'est plus intéressant, ce sont évidemment les scènes entre Albus Dumbledore version âgée et Dumbledore version plus jeune qui sont entremêlées. Les scènes où l'on voit l'acteur Michael Gambon qui interprétait Albus Dumbledore dans Harry Potter à partir du prisonnier d'Azkaban sont un remontage en réalité d'une scène utilisée dans Harry Potter et la Coupe de Feu peu de temps après la cérémonie de désignation des champions du tournoi des Trois Sorciers. Les plans ont été retravaillés afin de supprimer de l'image les personnages de Minerva McGonagall, de Severus Rogue ou encore d'Alastor Maugrey-Foleuil qui participaient à cette discussion. Les propos tenus par le personnage de Dumbledore sont remixés à partir des bandes sonores de Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé et de Harry Potter et la Coupe de Feu. Rien ne dit que ces scènes seront présentes dans le film. Pour nous, il s'agit surtout d'un clin d'œil pour aider les fans, encore une fois, à se repérer dans le temps et dans les personnages. De plus, il semble malheureusement impossible pour
Michael Gambon de retourner en studio en raison d'une longue maladie qui l'incapacite et qui l'a déjà empêché de venir lors de l'émission spéciale 20e anniversaire qui a été diffusée par HBO Max et Salto et qui sera prochainement sur TF1 en direct le 11 mars à 21h. Ce qui nous intéresse davantage évidemment, ce sont surtout les plans réalisés sur le Albus Dumbledore version Jude Law. Car ces plans, en fait, expriment pour le coup beaucoup de choses, et notamment en réalité une certaine forme de nostalgie, teintée quand même d'angoisse. Il est clairement perdu dans ses souvenirs, alors qu'il semble regarder par la fenêtre, même si son regard est clairement aussi perdu dans le vide. On voit qu'il tient, entrelacé, et l'image est importante, le pacte de sang qui repose tout contre son poignet. Alors, on dit que l'image est importante car on associe traditionnellement le poignet à une zone on ne peut plus importante, celle notamment où les veines que notre sang parcourt sont souvent les plus visibles sur le corps humain. La dimension philosophique ou plutôt symbolique de cette image représente donc toujours cette forme en fait d'attachement que peut avoir Albus Dumbledore pour Gellert Grindelwald, même si à notre sens elle relève davantage de l'emprise de l'un sur l'autre qu'autre chose. On voit d'ailleurs bien que dans la constitution du pacte de sang, montré dans les crimes de Grindelwald, que ce pacte se fait au détriment de l'une des deux parties. Les expressions faciales d'Albus Dumbledore ne laissent franchement absolument aucun doute, comme celle d'ailleurs de Gellert Grindelwald. Après, encore quelques plans de Poudlard et de ce joueur de Quidditch de l'équipe de Gryffondor, et nous retournons à Préolard, sur le pas de porte de la tête de sanglier, célèbre bar bien connu des fans de Harry Potter pour être tenu par Aberforth Dumbledore. On sait que l'établissement est pour le coup fermé et on imagine que l'on se situe peu de temps après la visite de Norbert et de Thésée Dragono, alors qu'Albus et Aberforth sont en pleine discussion. Minerva McGonagall semble interrompre cette discussion en venant alerter Albus avec des nouvelles inquiétantes au sujet de Grindelwald. Alors, on sait tout de suite que beaucoup vont pointer l'incohérence de la présence de Minerva McGonagall à cette période de l'histoire. Ce fut déjà le cas dans les crimes de Grindelwald, où certains fans ont hurlé à l'imposture et à l'incohérence. En réalité, pour notre part, cette petite entorse à la chronologie officielle ne semble pas avoir, in fine, une répercussion quelconque sur l'histoire de son personnage dans Harry Potter. Sa timeline a été modifiée par J.K. Rowling, on peut donc imaginer qu'il y a une bonne raison pour que ce soit le cas. Le fait est que nous constations finalement que Minerva est évidemment bien impliquée dans la guerre qui se prépare est quelque chose d'intéressant et qu'en plus elle est, comme il se doit, aux côtés d'Albus Dumbledore. Cette séquence nous indique on ne peut plus clairement que Minerva était chargée de surveiller toutes les alertes qui pouvaient surgir tant qu'Albus Dumbledore s'était absenté de Poudlard. On peut imaginer qu'elle est alertée par un membre du réseau de Dumbledore, peut-être par le même livre magique aperçu dans la maison de Nicolas Flamel dans le second opus des Animaux Fantastiques. Cette séquence est aussi importante car elle nous fournit peut-être pour la première fois un indice sur le fait déclencheur, sur le fait générateur du film que nous avions beaucoup de mal jusqu'à présent à identifier. On peut imaginer qu'en effet, il se produit quelque chose dans le monde magique qui déclenche l'action du film, d'autant plus que tout nous laisse à penser qu'en réalité le film se déroule bien plusieurs mois, voire même plusieurs années après les crimes de Grindelwald. Alors, que lui dit exactement Minerva à ce stade? C'est évidemment un secret bien gardé par les studios de la Warner. On peut évidemment émettre des hypothèses et en mettre sur la table. Grindelwald a-t-il déclaré sa candidature par exemple à la tête de la Confédération internationale des mages et sorciers? Ses troupes auraient-elles commis un attentat par exemple contre des Moldus, comme ce fut le cas des Mange-Morts dès le début de Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé? Il y a là matière effectivement à réfléchir, mais il y a fort à parier qu'il faudra attendre encore évidemment quelques semaines avant de le savoir. Sur le plan suivant, on file directement à Normandgard, la forteresse et sorte de quartier général de Gellert Grindelwald. L'image de Grindelwald, interprétée par l'excellent Mads Mikkelsen, fait écho à l'image d'Albus Dumbledore, un peu dans une dimension quand même assez miroir. Et cette photo qui était apparue un petit peu plus tôt lors de la bande-annonce, dans la mesure où on voit lui aussi quelque part qu'il est un peu dans les nuages, un peu dans ses pensées. Il est à Normandgard, dans la même pièce où il aurait révélé son identité à croyance lors des crimes de Grindelwald. On le voit observer quelque chose de manière peut-être plus intense que Dumbledore. On voit derrière lui arriver une sorcière que l'on pense identifier comme étant Vinda Rosier, mais elle se trouve être quand même dans le flou. Il s'agit peut-être de Queenie Goldstein, mais on semble quand même distinguer une chevelure brune et non blonde, ça reste cependant à vérifier. Le plan suivant nous remonte un plan en fait que nous avons bien connu dans la première bande-annonce des Secrets de Dumbledore. Et le fait que cette séquence soit ajoutée derrière ce regard de Grindelwald est quand même intéressante.
En effet, on voit bien qu'il y a de l'inquiétude dans le regard de Grindelwald vis-à-vis de croyances. Il le regarde comme s'il n'avait qu'une confiance très limitée, ou en tout cas de très nombreux doutes. Ce regard, d'ailleurs, peut trouver une explication, car si la scène est connue avec le phénix version bien noircie, version barbecue, disons-nous pour rigoler, elle a bénéficié d'un léger allongement puisqu'on constate que ce phénix ne semble pas vouloir obéir de manière très claire à notre croyance préférée. Le phénix semble lui passer à côté dans une démarche qui déçoit son propriétaire. Il semble trop petit face à cette magie si particulière, trop petit vis-à-vis de son phénix. C'est pour le coup une véritable surprise, car autant la fin des Crimes de Grindelwald que les premières images déjà diffusées il y a quelques semaines nous laissaient entrevoir une croyance un peu transformée, un personnage qui pour le coup aurait trouvé une certaine forme de confiance en lui, notamment dans l'expression de sa propre magie. En l'occurrence, force est de constater que ce n'est absolument pas le cas et que cette image de croyance nous laisse bien à penser même l'exact contraire. On retourne ensuite au Bhoutan devant ce bâtiment gigantesque d'inspiration tibétaine qui semble se trouver à proximité d'un village peuplé de sorciers et de sorcières. On ne sait pas exactement ce que l'on vient faire ici dans le film, c'est un mystère pour le moment difficile à imaginer et à comprendre, mais il y a de fortes probabilités que l'on doive attendre évidemment le film pour en découvrir la raison. Cependant, si ce plan est connu, il bénéficie lui aussi d'un très court allongement de quelques microsecondes. Alors, on peut avancer une théorie, mais attention, ce n'est qu'une théorie. On peut imaginer qu'il s'agit du discours de victoire de Gellert Grindelwald à la tête de la Confédération internationale des mages et sorciers. On le voit s'exprimer devant les autres candidats qui semblent ne pas avoir d'autre choix que d'écouter et de subir un peu son discours comme si la messe était dite au final. Grindelwald, mais cela on le savait déjà, a déclaré la guerre au monde des Moldus de manière on ne peut plus évidente. Il appelle la foule à se mobiliser, à rentrer donc pleinement dans cette guerre. C'est donc très particulier comme séquence, car on a vraiment le sentiment qu'il n'y a en réalité plus aucun suspense en la matière concernant la question de l'élection. On voit bien d'ailleurs que son discours a un écho plus que certain auprès des sorciers présents, puisque nombre d'entre eux font surgir des feux d'artifice représentant le logo de Gellert Grindelwald. Cela ferait presque d'ailleurs furieusement penser à la marque des ténèbres que nous avons bien connue dans l'histoire de Harry Potter et qui était le symbole de ralliement des Mange-Morts et des soutiens de Lord Voldemort. On saute ensuite sur le visage de Norbert Dragono, qui semble assister à ce discours. On distingue la peur dans son visage, le désespoir aussi. En tous les cas, il est inquiet. Il sait très bien que cette situation, à ce moment-là de l'histoire, semble être très mal engagée et qu'il va désormais être plus difficile que jamais de lutter contre Grindelwald et ses troupes. C'est le premier plan que nous découvrons d'ailleurs de Norbert Dragono après près de 40 secondes de bande-annonce, ce qui, là aussi, est quand même significatif du fait que ce personnage, tout en étant au premier plan, demeurera probablement un peu moins au centre de l'histoire. On sait que l'histoire, évidemment, d'Albus Dumbledore et de sa famille et sa relation avec Gellert Grindelwald seront forcément au cœur des événements de ce troisième volume des Animaux Fantastiques, bien davantage que Norbert Dragono, c'est le principe d'un film qui s'appelle Les Secrets de Dumbledore. On retrouve ensuite encore un plan bien connu et que nous avions déjà disséqué dans notre première analyse de la bande-annonce, sortie en décembre 2021. Il s'agit du moment où Grindelwald semble extraire un souvenir de la tête d'un Yusuf Kama très passif et qui semble se trouver à Normandgarde. Vous le savez, le rôle de Yusuf Kama dans cette nouvelle étape de l'aventure demeure pour le moins incertain. Nous avons du mal, en l'état actuel de nos connaissances, à savoir s'il s'agit d'un espion envoyé soit par Dumbledore, soit par Grindelwald pour espionner l'un des deux camps. Si c'est un agent double, s'il agit de son propre chef, ou encore s'il est manipulé à l'aide, pourquoi pas, du sortilège de l'Imperium. Sa présence aux côtés de Grindelwald à plusieurs moments charnières du film avait déjà assez largement titillé nos cerveaux et nous avions, dans une vidéo dédiée à ce personnage, déjà eu l'occasion de disserter sur sa place dans ce troisième opus. Ce qui semble assez évident, c'est qu'il y aura évidemment bien un changement de camp pour Yusuf Kama au cours des secrets de Dumbledore. Le fait est qu'il faut quand même se poser la question de savoir pourquoi et de savoir comment. À la vue de cette bande-annonce, on ne semble pas apprendre quoi que ce soit de particulier, mais cela reste évidemment comme tout le reste à confirmer. Ce sorcier français, issu d'une très vieille famille, a été embarqué dans cette histoire lors des événements des Crimes de Grindelwald, car il pensait que Croyance pouvait être Corvus Lestrange Jr., mais la version fournie par l'État Lestrange dans le mausolée des Lestrange au cimetière du Père-Lachaise semblait quand même refermer cette porte de manière on ne peut plus évidente. Cependant, Youssouf a fait le choix de continuer le chemin avec les équipes d'Albus Dumbledore au départ, avant donc de
de changer de camp précipitamment, apparemment. On ignore le but et les objectifs qu'il a pu se fixer dans ce cadre-là. Cela demeure aussi l'une des questions importantes et intéressantes, en tout cas pour nous, autour de ce film. Sur le plan suivant, on retourne donc directement à Berlin pour découvrir là aussi une version allongée d'une scène que nous connaissions déjà, qui est l'affrontement qui se déroule entre Albus Dumbledore et Croyance. On voit que Croyance, dans cette séquence, et on ne l'avait peut-être pas totalement souligné dans nos précédentes vidéos sur le sujet, a réussi finalement à faire usage des pouvoirs de son Obscurus, un peu à volonté et sans que celui-ci ne vienne remplacer son enveloppe corporelle. On constatait déjà cette évolution à la toute fin des crimes de Grindelwald lorsque Croyance décide de se taper un pan de montagne histoire d'essayer sa nouvelle baguette magique. Plan suivant, et pour le coup il demeure extrêmement intéressant car, vous l'avons, on a été très étonnés, pas totalement surpris non plus, car nous avions déjà dit à plusieurs reprises que la boulangerie de Jacob Kowalski était quand même très visible, et dans le teaser et dans la première bande-annonce, et il nous semblait donc logique qu'il s'y passe quelque chose. Seulement, cette nouvelle scène dans la bande-annonce vient modifier quand même bon nombre de choses que l'on pensait savoir sur la question de Jacob Kowalski. On retrouve notre ami Jacob et Eulalie X, professeur d'enchantement à Ilvermorny, en grande discussion. Enfin, grande discussion, le mot est quand même un petit peu fort, disons une discussion animée. Eulalie X semble essayer de convaincre Jacob Kowalski de le rejoindre et peut-être même retourner en Grande-Bretagne, tout du moins en Europe, pour aller chercher Queenie Goldstein et donc s'engager dans la bataille contre Grindelwald. Alors, déjà plusieurs informations que l'on peut déduire. La première, c'est que Jacob Kowalski n'est pas du tout resté en Europe, ce qui indique une temporalité relativement élevée entre la fin des crimes de Grindelwald et le début des secrets de Dumbledore. L'intervalle de temps est donc suffisamment long pour que Jacob souhaite à un moment ou à un autre retourner à sa vie de moldu et s'occuper de sa boulangerie dans le quartier de Brooklyn. Deuxième enseignement, c'est qu'il semble avoir tiré un trait sur ces histoires de sorciers et de sorcellerie et qu'il ne souhaite plus du tout se mêler de ces sujets-là. Dès lors, peut-on penser qu'il a abandonné l'idée même de retrouver Queenie Goldstein? Très sincèrement, cela nous semble quand même pour le moins étonnant, tant la relation entre deux semble quand même excessivement forte. On peine vraiment à le croire. Mais cela fait écho, il va sans dire, à cette scène un peu surréaliste dans la première bande-annonce où l'on découvre Queenie et Jacob dans la boulangerie de Brooklyn. Cette scène, particulièrement étrange, nous avait mis un peu la puce à l'oreille. On ne savait pas véritablement si cette scène était réelle ou si elle avait été créée de toutes pièces par Queenie grâce à ses dons de légilimancie. Tout est possible, naturellement, mais la scène était tellement étrange qu'il semble évident qu'il s'y passe quelque chose. Après, le tout est de savoir évidemment quoi. On peut toujours faire la théorie que Queenie a essayé d'envoûter une nouvelle fois Jacob pour le protéger et le laisser en dehors un peu de tout cela. C'est tout à fait possible. Peut-être a-t-elle modifié ses souvenirs. Tout est possible. Le fait est que pour le moment, on s'achemine clairement vers un changement de comportement un peu étrange chez Jacob Kowalski. Alors, cette scène est aussi l'occasion de découvrir un peu plus de la personnalité de Lali X que nous avions juste entreaperçue dans le teaser et la bande-annonce. Cette fois-ci, on découvre une personnalité rigolote et assez amicale. Ce personnage a quand même beaucoup de potentiel à notre sens. J.K. Rowling l'a dit elle-même dans une interview en 2018. Et nous l'avions découvert, ce personnage, que très brièvement dans les crimes de Grindelwald au travers du livre magique en possession de Nicolas Flamel. Elle semble désormais prendre une place beaucoup plus importante dans le récit, et c'est pour le coup une très bonne nouvelle à notre sens. Scène suivante, nous passons à la remise de la baguette magique de Jacob de la part d'Albus Dumbledore par l'intermédiaire de Norbert Dragono. Cette scène est déjà connue, on en a beaucoup parlé dans nos précédentes vidéos, nous l'avions vu dans la toute première bande-annonce, donc on n'apprend rien de bien nouveau. L'action se situe toujours dans le Great Wizarding Express, menant les alliés de Dumbledore jusqu'à Berlin par l'intermédiaire de la voie 3/1 au départ de la célèbre gare de King's Cross. Ensuite, nous nous retrouvons à Berlin, dans cette artère très passante du centre-ville de la capitale allemande. Puis, immédiatement après, dans un bâtiment administratif que nous avions déjà entreaperçu dans plusieurs affiches personnages dévoilées la semaine dernière. On ignore exactement à qui appartiennent ces bureaux. Il est possible que ce soit le ministère allemand de la magie, ou pourquoi pas les bureaux de la Confédération internationale des mages et sorciers, mais c'est difficile à confirmer, bien entendu. Cependant, cette scène peut avoir quand même une importance absolument capitale, dans la mesure où l'on assiste pour la première fois à une tentative d'action de la team Dumbledore alors qu'ils sont en train de suivre deux sorciers à l'identité presque inconnue mais qu'on devine être évidemment des soutiens de Gellert Grindelwald compte tenu de leur accoutrement. Alors, on dit presque inconnu car la première personne à passer le couloir avant qu'il ne se referme est le fameux Helmut, découvert sur une affiche personnage la semaine dernière. Son rôle, actuellement, est absolument inconnu. On sait juste qu'il est aux côtés de Grindelwald et que, par conséquent, il sera dans la catégorie des ennemis.
Il est tout à fait possible qu'il remplace en quelque sorte le personnage d'Abernathy dans la mesure où ce dernier se trouve être écarté très justement des films suite à une condamnation pour agression sexuelle. Il est donc tout à fait possible que la production ait pu remplacer ce personnage par un autre. Le fait est en tout cas que dans cette scène, Norbert, Eulalie et Jacob n'arrivent pas à les suivre plus loin et on constate que Thésée n'est pas présent. Il est possible que c'est à ce stade-là d'ailleurs de l'aventure qu'il se fera capturer et envoyé en détention dans une prison dont le nom demeure pour le moment encore très inconnu. Nous restons ensuite dans la scène qui suit au sein d'une autorité du monde magique puisqu'on nous tease les affrontements qui se dérouleront en fait à l'intérieur même du ministère allemand de la magie. On voit que les petits plats dans les grands ont été mis pour assurer aux convives un repas de qualité, ce qui en Allemagne relèverait presque du miracle. Pardon pour ce chauvinisme très français. Mais la gastronomie allemande n'est pas nécessairement notre tasse de thé, en admettant d'ailleurs qu'une gastronomie allemande existe réellement, ce que personne n'a réussi à prouver jusqu'à présent. Bref, revenons-en à nos hippogriffes. On découvre l'équipe de Grindelwald au grand complet et cette image se trouve pour le coup être quand même sacrément intéressante et il semble que nous puissions en dire de très nombreuses choses. Alors il y a les personnages connus évidemment et il y a les personnages inconnus. Alors en personnages connus forcément Grindelwald qui semble un brin interloqué et un brin gêné par quelque chose qui lui fait face. On voit ensuite la française Vinta Rosier qui a l'air plus impériale et martiale que jamais, c'est le moins que l'on puisse dire. On aperçoit aussi Queenie Goldstein toute de noir vêtue, rien d'étonnant, nous l'avions déjà vu habillé de cette manière précédemment, et enfin Youssouf Kama qui apparaît dès lors clairement dans le camp de Grindelwald, mais là aussi aucune surprise, nous l'avions vu apparaître de cette manière déjà auparavant. Ensuite, il y a les personnages inconnus. Et alors là, nous serions bien en peine de pouvoir dire véritablement qui se cache derrière l'identité de ces personnages. On peut cependant noter deux choses. L'absence de croyance, d'une part, mais aussi la présence d'une jeune femme afro-américaine en arrière-plan, qui apparaît pour le coup très floutée et dont beaucoup de gens sur la toile semblent penser qu'il pourrait s'agir éventuellement de Leta Lestrange. Pour notre part, cela nous étonnerait franchement énormément, et surtout elle ne se situerait absolument pas en arrière-plan de cette scène, tant son importance dans le récit, si elle avait survécu à l'attaque de Grindelwald au cimetière du Père-Lachaise, pourrait être déterminante. Pour notre part, on y croit franchement très très peu, même si d'un point de vue logistique, on sait que le film Batman, où elle tient l'un des principaux rôles, a été tourné au même endroit et au même moment que les Animaux Fantastiques 3, c'est-à-dire au studio de Pinewood et puis surtout au studio de Leavesden. Donc tout est possible, mais nous sommes quand même franchement très sceptiques. Dites-nous vous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais on a vraiment beaucoup de mal à y croire. Le fait est en tout cas que ce groupe a l'air quand même de vouloir sacrément en découdre avec les gens qui leur font face. Ensuite, nous repassons dans le Great Wizarding Express où l'on retrouve principalement Thésée Dragono dans une version peu raccourcie de ce que nous avions pu voir à l'occasion de la première bande-annonce, mais qui est néanmoins donc présent dans cette seconde bande-annonce. Même si ce dernier apparaît quand même relativement tardivement, cela va sans dire, alors qu'il était quand même nettement plus présent dans les précédentes vidéos, mais c'est quand même juste un point de détail. Ensuite, et on ne pouvait franchement surtout pas passer au-dessus, nous sommes très heureux de constater que la Warner Bros. A bien remis la paternité de cette œuvre à J.K. Rowling, ce qui n'était pas le cas auparavant, et nous avait fait, vous vous en souvenez, copieusement râler. Nous savons que la Warner Bros. Marche sur des œufs à cause de minorités ultra agissantes, nombrilistes et extrêmement agressives vis-à-vis de J.K. Rowling. Mais nous nous réjouissons de voir ce studio affirmer de plus en plus, au fur et à mesure, un retour à l'ordre normal des choses, c'est-à-dire de rendre à J.K. Rowling sa place juste et entière. Elle, qui fait rêver tant de gens à travers le monde et depuis tant d'années, ne mérite que ça. Il était franchement temps, et ça fait du bien de le dire, tant nous soutenons J.K. Rowling contre toutes les horreurs qu'elle traverse depuis déjà 2 années. Bref, on en revient au trailer avec cette fois-ci une énigme sacrément bien camouflée par les équipes de la Warner Bros. Énigme à ce stade que nous n'avons pas du tout réussi à déchiffrer, mais promis, nous y travaillons franchement avec beaucoup de hargne et on espère pouvoir y apporter une réponse très prochainement. En effet, on retrouve Aberforth Dumbledore à la tête de sanglier au moment où il est en discussion avec son frère. On voit que sur le miroir semble apparaître une curieuse inscription dont on se demande bien ce qu'elle vient faire par ici. L'inscription, à ce stade de décryptage, est Do you know WH, quelque chose ensuite, un espace, un I, et enfin IKE et un autre espace avec un point d'interrogation. Alors, là on pourrait franchement faire 2 heures sur l'état de nos réflexions sur le sujet, mais nous allons garder ça probablement pour une prochaine vidéo. On se contentera seulement de penser que la question est éventuellement « sais-tu ou savez-vous qui est quelque chose ?»
On n'en sait franchement pas plus. Et c'est absolument insupportable. Mais on va chercher. Mais surtout, il y a une vraie question. Qui a écrit ce message? Qui est derrière ce message si énigmatique? Là est quand même franchement la vraie question aussi. C'est peut-être le passage qui nous hype d'ailleurs le plus dans tout ce trailer, enfin presque, mais ça c'est une autre histoire dont on va vous parler. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de mystères. Que veut dire le message? Qui l'a envoyé? Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que ça peut être le fantôme d'Ariana? Est-ce qu'Ariana est revenue en fantôme? On n'en sait rien après tout. Ou est-ce que c'est Kendra? Ou est-ce que c'est Perceval? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce sujet? Qui a pu écrire ce message? On imagine quand même assez mal Aberforth Dumbledore d'un côté aller tracer un message, soit sur un miroir, soit dans un nuage de fumée, ou Albus Dumbledore le faire. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Donc là-dessus, vraiment, on s'interroge. Ensuite vient un plan très mystérieux, vraisemblablement tourné dans le Great Wizarding Express, où Bounty explique à Norbert Dragono que personne ne doit tout savoir, pas même Norbert lui-même. Alors, cette phrase est énigmatique. Cependant, elle a deux mérites. Le premier, c'est de montrer que Bounty aura un rôle nettement moins anecdotique que celui qu'elle pouvait avoir dans les crimes de Grindelwald. Et que d'autre part, nous voyons déjà la très grande capacité d'Albus Dumbledore à compartimenter en permanence les informations comme il le faisait déjà dans Harry Potter, de manière on ne peut plus régulière vis-à-vis des membres de l'ordre du Phénix. Alors, clairement, c'est un très grand défaut d'Albus Dumbledore qui est toujours le seul à avoir le plan en totalité. Mais pour le coup, si on veut être tout à fait honnête entre nous, comment lui en vouloir totalement? Déjà parce que c'est le rôle d'un chef, et d'autre part parce qu'on se rend bien compte que Grindelwald est prêt à tout pour connaître les stratégies mises en œuvre par Albus Dumbledore, comme le montre d'ailleurs parfaitement la scène où il extrait un souvenir de la tête de Youssouf Kama. Cette phrase, donc énigmatique, résonne probablement comme un bout de stratégie militaire si on ose ce terme. Cela peut aussi renvoyer à la question de la relation qui lie Gellert Grindelwald à Albus Dumbledore. Mais de toute façon, cette relation fait nécessairement partie de la stratégie à développer pour combattre les forces de Grindelwald, donc il n'y a absolument rien de très étonnant. Ensuite, se succèdent plusieurs plans et inserts que l'on connaissait déjà, mais par contre ce qui est plus intéressant, c'est la scène suivante où nous assistons à un déjeuner qui fera beaucoup parler puisqu'il rassemble en tête à tête Gellert Grindelwald et Albus Dumbledore. Alors, on voit tout de suite certains qui hurlent à l'incohérence, au sacrilège et à l'infamie. En effet, dans Harry Potter et les reliques de la mort, le livre de Rita Skeeter fait état du fait que Grindelwald et Dumbledore ne se sont jamais revus après les événements survenus à Godric Hollow qui ont entraîné la mort d'Ariana Dumbledore. Et ceci jusqu'aux événements de la Forêt Noire en 1945 lors de leur duel final. Alors, on arrête tout de suite toute véhémence en rappelant que les écrits de Rita Skeeter doivent être pris pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des écrits la plupart du temps diffamants et qui ont en plus pour but de créer toujours le scandale. Comme on le dit très souvent, il ne faut pas prendre la biographie Vie et mensonges d'Albus Dumbledore pour argent comptant. J.K. Rowling ayant fixé elle-même le fait que Rita Skeeter déblatère 2/3 de fausses informations pour 1/3 de vérité. Une fois encore, on constate que Rita Skeeter n'est pas une source fiable, et croire le contraire relèverait quand même un peu de la folie après avoir vu de quoi elle était capable dans les livres Harry Potter, même si cela n'a pas été retranscrit dans l'adaptation cinématographique des romans. Alors, ce déjeuner promet quand même d'être un déjeuner d'anthologie qui nous fait curieusement penser à la conférence de Munich qui s'est tenue en 1938 dans le monde des Moldus. Conférence qui, rappelons-le, était censée éviter une nouvelle guerre mondiale avec l'Allemagne au cours de laquelle fut sacrifiée la Tchécoslovaquie. En l'occurrence, les enjeux ne se situent pas du tout au même niveau, bien évidemment, mais on peut imaginer que Dumbledore a essayé de tenter de raisonner son vieil ami, seulement Grindelwald ne l'entend clairement pas de cette oreille dans la mesure où il ne s'arrêtera pas dans la mise en œuvre de ses projets. Il le dit de manière très ferme à Albus Dumbledore, ce sera avec ou ce sera sans toi. Peut-être essaye-t-il, encore une fois, de manipuler Dumbledore, de l'amener à le rejoindre en lui proposant de régner à la fois sur le monde des sorciers et sur le monde des Moldus. Sauf que nous sommes bien loin des échanges épistolaires qui furent ceux des jeunes Albus et Gellert, qui se sont aussi retrouvés d'ailleurs, qui ont été reproduits dans Vie et mensonges d'Albus Dumbledore par Rita Skeeter après avoir chippé ses courriers chez Bathilda Tourdesac. Il ne s'agit plus de théories ou de plans sur la comète comme on est finalement dans la réalité. Et le monde s'apprête désormais, aujourd'hui, à basculer dans le chaos. Il n'y a pas de solution pacifique, même si Dumbledore le met en garde de manière on ne peut plus claire. Ce sont deux visions, pour le coup totalement irréconciliables. On sent d'ailleurs qu'Albus n'est pas du tout à l'aise. Le restaurant où il se trouve prend ensuite feu. Mais en ralentissant l'image et en la réinspectant à de très nombreuses reprises, on semble croire et voir
qu'en fond, les flammes dessinent un phénix semblable à tous ceux que nous pouvons voir sur les affiches et dans les différents trailers. C'est un phénix de flammes qui semble noircir à certains endroits. Serait-ce l'arrivée éventuellement de croyances? C'est une possibilité, mais ça reste difficile à confirmer. Le fait est que cette scène permet de mesurer l'intérêt monumental du choix de Mads Mikkelsen pour récupérer le rôle de Grindelwald. Il semble dominer Dumbledore à tous les niveaux, tant par le charisme que par la taille. C'est franchement assez flagrant à l'image, et cela vient nous confirmer une fois de plus que dans cette relation entre Grindelwald et Dumbledore, il y a certainement eu bien plus d'emprise que d'amour véritable. Il s'agit clairement d'un des très très grands moments du film à venir et un moment auquel il faudra être excessivement, on vous le dit, attentif. Ensuite, nous repartons à Poudlard, où nous retrouvons les premiers plans du teaser, avec Thésée, Eulalie, Norbert et Jacob qui se dirigent vers la salle sur demande et embarquent ensuite vers le bouton, comme l'indique la roue à prière représentant le Quillin, et dont nous vous parlions dans une de nos dernières vidéos que vous pouvez retrouver sur notre chaîne dans la playlist spécifiquement consacrée au secret de Dumbledore. On voit qu'ils partent pour une mission clairement périlleuse, où le danger de mort semble bel et bien omniprésent, mais ils ont l'air d'y aller de leur plein gré, ça c'est certain, et surtout avec, on va dire, la fleur au fusil, comme on le voit notamment avec Jacob Kowalski, qui saisit la main d'Albus Dumbledore pour utiliser ce porte-loin représenté par une roue à prière. Ensuite, retour à Berlin. Et c'est là où nous voyons des choses pour le coup très très intéressantes puisqu'on s'attarde sur le combat entre Croyance et Albus Dumbledore. Un combat âpre dont les premières images en décembre dernier nous faisaient craindre qu'Albus ne réussisse que tardivement à prendre le pas sur la bataille tant la violence de Croyance et de son Obscurus semblait faire des étincelles. En réalité, on a quand même le sentiment qu'Albus met une véritable pâtée à son adversaire, version 15 de France contre l'Italie pour les aficionados de rugby. Le combat semble très violent, mais Albus Dumbledore fait usage de toute sa magie et de sa puissance, mais avec un calme et une maîtrise pour le moins absolument incroyables, mais aussi à l'aide, et c'est intéressant, d'un instrument que nous avons bien connu dans Harry Potter, et pour le coup c'est le plus surprenant puisqu'il s'agit du déluminateur. Le déluminateur c'est pas n'importe quel objet, c'est le tout premier objet magique auquel nous sommes confrontés dans Harry Potter, et il tient une place importante dans l'intrigue des Reliques de la Mort. Jusqu'à maintenant, nous pensions que l'utilité de cet objet magique, créé par Dumbledore lui-même, se limitait à éteindre et à allumer des lumières et puis à transporter un sorcier vers un autre point, comme ce fut le cas pour Ron. En l'occurrence, le déluminateur semble avoir bien d'autres fonctionnalités, comme celui de figer un adversaire, ou carrément de faire basculer le temps dans une sorte de dimension miroir à la sauce Doctor Strange du Marvel Cinematic Universe. On voit bien sur les images que le combat se déroule sur plusieurs plans, comme si Dumbledore était en capacité de gérer avec son déluminateur des déplacements dans des plans tout à fait différents et dans des endroits qui n'ont rien à voir. On est presque en pleine science-fiction, mais c'est ce que la bande-annonce nous laisse à penser. En tous les cas, il semble avoir, ce déluminateur, une place déterminante dans le combat, et nous allons bien entendu nous pencher davantage sur la question dans les jours qui viennent, au fur et à mesure de nos recherches sur les nombreux secrets de cette bande-annonce. On retrouve ensuite Dumbledore et Grindelwald dans le restaurant, où ce dernier remet Albus devant ses propres responsabilités, en lui rappelant que lui aussi voulait changer le monde fut une époque, manière élégante de lui affecter une part de responsabilité dans les événements qui ne vont pas manquer de se produire. Encore une fois, Mads Mikkelsen va prendre l'avantage sur un Albus Dumbledore incapable de résister dans ce cadre-là. Ensuite, nous partons pour la Chine, dans cette jungle où Norbert fait face à Croyance ou Aurelius Dumbledore. On sait que c'est durant ce moment que Norbert va se mettre à la recherche du Quillin, tout comme les troupes de Grindelwald. On va assister dès lors à une première bataille entre Norbert seul, qui devra faire face à Croyance, mais aussi à une Vindarosier plus sadique que jamais. On pourrait presque d'ailleurs penser que Vindarosier serait pourquoi pas un peu la Bellatrix Lestrange de Gellert Grindelwald, mais on va essayer de vérifier cette information avant de faire ce parallèle. Donc on sait que plus que jamais, il va falloir tout le courage, toute la compétence de Norbert Dragono et l'aide également de ses petites bestioles favorites pour se tirer quand même de ce sacré mauvais pas. Ça, il faut quand même franchement le dire. Ensuite, on va se retrouver avec pas mal de plans que l'on connaissait déjà, où on va voir en fait une succession effectivement d'images qui sont apparues dans le teaser et dans la bande-annonce qui a été diffusée donc au mois de décembre 2021 par la Warner Bros.
On va revoir notamment ce bassin qui nous fait penser effectivement au puits de Lazare, comme on vous le disait dans une précédente vidéo, qui est un peu un emprunt aux bandes dessinées au sujet de Batman et au culte de Ra's al Ghul, où en fait on voit Grindelwald effectivement dans ce bassin et qui semble projeter Aurelius Dumbledore contre un mur. Donc là aussi, ça montre que cette relation finalement entre Aurelius Dumbledore ou croyance et Grindelwald n'est quand même franchement pas quelque chose d'absolument très certain. Ensuite, on retourne dans le village au Bhoutan, où là on a sensiblement les mêmes scènes de bataille mais qui ont été un petit peu allongées. On voit notamment Eulalie X et Thésée Dragono donc, qui vont se battre véritablement contre les troupes de Grindelwald. On voit qu'ils vont faire usage de toute la magie dont ils sont capables, dans une chorégraphie d'ailleurs qui, il faut le dire, a l'air sacrément, mais alors sacrément travaillée. On voit des boules de divination voler, on voit des membres des armées de Grindelwald être projetés à l'intérieur de murs. Ça nous fait d'ailleurs penser un petit peu à une image de Thanos dans les Avengers Infinity War. Ensuite, on se retrouve donc dans la prison dont Thésée Dragono semble s'échapper avec évidemment Norbert. On voit effectivement la Manticore qui est à l'œuvre. On voit même qu'un prisonnier d'ailleurs va en faire les frais et être basculé. On voit même Thésée Dragono basculer dans le vide, mais on peut imaginer qu'avec la magie de Norbert Dragono, il n'y aura pas de difficulté évidemment à le sauver, hein, même si on veut nous faire croire qu'il y aurait peut-être, pourquoi pas, qui sait, un dénouement tragique au sujet de Thésée Dragono. Bon, j'ai envie de dire, ils nous ont déjà fait mourir Leta Lestrange dans Les Crimes de Grindelwald. On va peut-être éviter de faire mourir un personnage aussi extraordinaire que celui joué par Callum Turner. Ensuite, on retourne dans cette jungle de Bornéo. On voit effectivement donc Norbert Dragono avec cette espèce d'énorme oiseau qui ressemble à un dragon chinois. Et puis surtout, et c'est là où en finale on a été mais absolument subjugué, mais aussi extrêmement interpellé. On vous le disait d'ailleurs dans notre vidéo qui était une vidéo de réaction à chaud dès hier, c'est ce combat qui semble se dérouler donc en l'occurrence au Bhoutan entre Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald. Alors ça on s'y attendait, mais alors franchement pas. Déjà parce qu'on pensait que le seul duel qu'il y avait eu bêtement parce qu'on croyait Rita Skeeter, comme quoi vous voyez qu'on n'est pas toujours très intelligent, on pensait que c'était dans la forêt noire, on ne les voyait pas s'affronter, surtout qu'en plus il y a quand même une problématique très particulière qui reste la question du pacte de sang. Le pacte de sang normalement doit empêcher toute bataille finalement entre d'un côté Albus Dumbledore et de l'autre côté Gellert Grindelwald. C'est le principe, c'est le but de ce pacte de non-agression. Alors maintenant, après, peut-être que ce pacte va être détruit. Comme ça, on n'en a pas le sentiment, et on ne voit pas ce qui pourrait permettre la destruction de ce pacte de sang, déjà dans les quasiment 6 minutes d'image que nous avons depuis le mois de décembre sur un film, certes, qui fait 2h43. Donc vous nous direz que effectivement, il y a des possibilités pour que, oui, pourquoi pas, le pacte de sang soit détruit et qu'ils puissent commencer effectivement à s'affronter. Alors, on voit que cet affrontement, il est particulier, parce qu'on sent très bien que, effectivement, Grindelwald est très entouré, qu'il a beaucoup de gens qui sont prêts à se battre. On voit effectivement Vicencia Santos qui utilise sa baguette. On voit les autres candidats à la tête de la Confédération internationale des mages et sorciers faire de même. Mais ce combat, il est quand même un petit peu étrange, tout simplement parce que là aussi, encore une fois, on a quand même un peu le sentiment, on ne vous le cache pas, qu'on se situe sur un plan qui est un peu différent des plans habituels. Comme si quelque part nous étions, il faut quand même le reconnaître, dans une sorte, encore une fois, de dimension miroir un peu égale à ce que nous avons pu effectivement voir dans la bataille entre Albus et Aurelius. Alors après, ça reste évidemment à prouver, c'est assez étonnant, on ne voit pas, en l'occurrence, Albus Dumbledore utiliser son déluminateur, mais on voit bien qu'ils sont dans une espèce de sorte de bulle. Après, ça peut être des sortilèges extrêmement complexes. On sait que Albus Dumbledore en maîtrise beaucoup et qui n'ont pas forcément été montrés dans les adaptations cinématographiques de Harry Potter, mais on voit bien qu'effectivement il y a une sacrée bataille qui a lieu, et donc là-dessus, il faudra voir évidemment ce que ça donne. Ensuite, on retourne dans ce village de sorciers au Bhoutan, on voit effectivement que la bataille continue, que Jacob Kowalski fuit, et puis ensuite on retourne un petit coup effectivement dans cette prison. On voit Norbert Dragono aux prises effectivement avec la Manticore qui balance des jets de flammes, d'ailleurs qui fabrique des runes, donc ça c'est quand même quelque chose d'un peu intéressant et d'un peu étonnant, mais on verra évidemment ce que ça donne. Et puis ensuite un autre plan nous remontre effectivement un bout de la bataille que nous avions déjà vu dans effectivement la première bande-annonce entre Aurelius ou Croyance et Albus Dumbledore. Enfin, évidemment, ensuite arrive cette image absolument
incroyable. On voit le Phénix presque se ranger du côté d'Albus Dumbledore, comme s'il se mettait finalement entre d'un côté Albus et de l'autre côté Croyance. Alors qu'est-ce que cette image veut-elle dire? Est-ce qu'elle veut dire que ce Phénix en réalité n'appartient pas du tout à Croyance et que Croyance ne serait pas du tout un Dumbledore? C'est possible. Ou alors, au contraire, est-ce que ce Phénix justement essaye de se mettre entre deux pour justement éviter qu'il s'entretuent, parce que Aurelius, ou Croyance plutôt, serait bel et bien un Dumbledore? C'est une vraie question, parce que là-dessus, pour le coup, si des fois ce Phénix se sont rangés du côté d'Albus Dumbledore, cela voudrait dire que c'est Phénix, ce qui viendrait un petit peu contredire des propos qu'avait tenus J.K. Rowling au sujet effectivement de l'appartenance de ce Phénix qui n'aurait appartenu à personne d'autre auparavant. Alors après, bon, on peut toujours s'aménager effectivement avec la vérité, mais le fait est qu'on a quand même le sentiment qu'il se passe quelque chose entre Albus et ce Phénix. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe? Évidemment, on ne sait pas. Enfin, évidemment, comme d'habitude, on termine avec des plans un petit peu rigolos, et pour ça, quoi de mieux que de faire appel à notre cher et bon Jacob Kowalski, qui, effectivement, on le voit interagir avec Albus Dumbledore au début dans ce village de sorciers au Bhoutan, et puis on le retrouve, évidemment, dans le ministère de la Magie, autour d'une discussion au sujet de sa baguette, où on voit en fait que sa baguette agit toute seule, donc ça correspond plutôt bien à ce que l'on pensait, c'est-à-dire que c'est une baguette dans laquelle aurait été emmagasiné par Albus Dumbledore un certain nombre de pouvoirs, mais on a vraiment le sentiment en fait que Jacob Kowalski ne contrôle absolument rien, que c'est la baguette évidemment qui le contrôle. Donc on revient un petit peu à cette dimension, comme on vous l'avait dit, pourquoi pas, de baguette qui se comporterait un peu comme la cape de Doctor Strange. Ça reste évidemment une possibilité. Ça évidemment il faudra le vérifier quand on verra le film enfin une bonne fois pour toutes, mais en tout cas ce qui est certain c'est que cette baguette est capable de faire de la magie. Donc ce n'est pas une baguette entre guillemets qui serait fausse ou une baguette factice. En l'occurrence, c'est une véritable baguette. Et d'ailleurs, Jacob Kowalski a l'air tellement content qu'au bout de temps, vraisemblablement après la bataille entre Albus et Gellert Grindelwald, il demande même si, pourquoi pas, il pourrait éventuellement garder cette baguette. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant. Voilà grosso modo ce qu'on pouvait vous dire en termes d'analyse à froid sur ce trailer. Pardon pour cette vidéo qui a été très longue, mais vous vous doutez qu'il y avait quand même beaucoup de choses dont on devait évidemment vous parler. C'était très important pour nous de vous faire franchement la description la plus précise et la plus intelligible possible. Ça nous demandait évidemment pas mal de travail. Alors évidemment il y a des petits détails dont on ne vous a pas parlé, par exemple la cravate de Thésée que transporte Teddy le Nifleur, etc. Enfin il y a tout un tas de choses dont on vous parlera dans d'autres vidéos et on essaiera d'aller encore plus profondément, notamment au sujet par exemple du Déluminateur. Il y a plein d'informations qui sont en train d'arriver. On va vous refaire une vidéo probablement soit demain soir, soit jeudi dans la journée pour vous parler effectivement de nouvelles choses qui viennent de sortir et qui sont en train de sortir au moment où on enregistre cette vidéo. Donc on va continuer évidemment à travailler cette bande-annonce comme on a pu travailler la première, qui nous avait permis de produire beaucoup de contenu sur notre chaîne. Donc on vous invite évidemment à regarder ce contenu que nous avions produit si vous ne l'aviez pas encore fait. On va continuer évidemment à faire des vidéos sur ce thème des secrets de Dumbledore parce qu'on a bien compris que le mois de mars allait être dédié quasi exclusivement, même si on vous a préparé d'autres vidéos, notamment sur des personnages emblématiques de la saga Harry Potter. Donc on va essayer de ne pas faire que du secret de Dumbledore, on va essayer aussi de vous parler un petit peu de Harry Potter, mais on a le sentiment quand même que l'actualité va nous dépasser un petit peu, mais on va pas s'en plaindre, on a tellement gueulé pendant des mois parce qu'on n'en avait pas, qu'on va pas pleurer aujourd'hui finalement parce qu'on en a beaucoup trop. Voilà, mais ça c'est après c'est à nous de gérer évidemment sur la chaîne. Bon, en tout cas ce qui est certain c'est que nous on vous attend évidemment dans les commentaires pour parler de toutes ces choses qu'il y a dans la bande-annonce, pour parler avec vous, pour comparer nos théories, parce que c'est ce qui fait la richesse de cette chaîne, c'est qu'on puisse vraiment parler ensemble, qu'on puisse vraiment discuter de toutes ces théories, de toutes les idées qu'on peut avoir, parce qu'évidemment aucune théorie n'est mauvaise, toutes les théories sont bonnes à prendre, il y a tellement de choses à dire. Nous on adore vraiment pouvoir discuter avec vous et pour nous c'est toujours quelque chose mais vraiment de passionnant et on vous remercie chaque jour d'être de plus en plus nombreux. On a dépassé les 3100 abonnés, pour nous c'est absolument incroyable, jamais on aurait pu imaginer ça il y a moins d'un an et demi quand on a décidé de lancer cette chaîne. On est déjà quasiment à 400 000 vues, enfin, pour nous c'est quelque chose qu'on n'arrive pas franchement à réaliser et on espère que notre petite communauté que nous formons tous ensemble va continuer à grandir. Pour nous ce serait vraiment quelque chose de très heureux parce qu'on a vocation effectivement à être cette première chaîne d'actualité en permanence sur le Wizarding World et qui vous tient au courant, en plus des vidéos de fond évidemment, de toutes les actualités du monde magique et de ce que J.K. Rowling peut produire.
Pour tous ceux qui éventuellement nous rejoignent, d'abord, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, comme ça nous permettra d'être encore plus nombreux dans cette petite communauté que nous formons. Pour ceux qui ont aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous encourager en nous laissant un petit like, et donc on se retrouve probablement demain ou après-demain pour plein de nouvelles informations. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et on se dit à très vite pour encore plus de magie, pour encore plus de joie autour de la sortie des secrets de Dumbledore, le troisième opus des Animaux Fantastiques.